Le millionnaire s'est effondré par terre, sans force. Mais une femme de ménage avec un balai est apparue. Elle chantait des louanges les yeux fermés. Et quand il a ouvert les yeux, il a pleuré. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Le soleil brûlant de midi frappait l'asphalte de l'avenue des Champs-Élysées, cœur financier. De Paris, Richard Mercier ajusta sa cravate de soie italienne et vérifia sa montre Patek Philippe à son poignet, un cadeau qu'il s'était offert après avoir conclu sa milliardième affaire. Parfois, dans de rares moments de réflexion comme celui-ci, il se demandait si chaque zéro ajouté à son compte bancaire ne représentait pas un zéro de moins dans sa qualité de vie. À 47 ans, Richard était ce que beaucoup appelleraient un succès absolu. PDG de Mercier Investissement, l'une des plus grandes sociétés de courtage du pays, son nom apparaissait fréquemment dans les magazines d'affaires et d'économie. Son visage anguleux, ses cheveux grisonnant soigneusement, taillés, et son costume impeccable composaient l'image parfaite de l'homme d'affaires accompli. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, un vide que même le meilleur photographe ne parvenait pas à dissimuler sur les photos de couverture. « Monsieur Mercier, le conseil vous attend. » La voix de son assistante, Vanessa, interrompit ses pensées. « Le rapport trimestriel doit être présenté dans 5 minutes. »« J'arrive », répondit-il automatiquement, sans même la regarder dans les yeux. La salle de réunion était un monument à l'opulence d'entreprise. Une table en palissandre, pouvant accueillir 20 personnes. Des fenêtres allant du sol au plafond révélant la jungle de béton parisienne. Et le meilleur système de climatisation que l'argent pouvait acheter. Richard pouvait sentir le poids de 11 paires d'yeux suivant chacun de ses mouvements alors qu'il se dirigeait vers la tête de table. 11 cadres avides, attendant la prochaine démonstration de génie financier qui les rendrait encore plus riches. « Messieurs, allons droit au but », commença Richard avec l'autorité qui le caractérisait. « Le marché est volatile, mais nos stratégies sont solides. » Les mots sortèrent de sa bouche avec la précision d'un robot bien programmé. Tandis qu'il présentait graphiques et projections, une partie de son cerveau se demandait quand exactement il était devenu cette machine à faire de l'argent. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait ressenti une joie authentique, ou quand un repas n'avait pas été simplement du carburant pour que son corps continue à fonctionner. La réunion s'étendit sur 4 heures. Quand elle se termina enfin, Richard sentit une douleur aiguë aux tempes. Sa migraine, compagne fréquente ces derniers mois, annonçait sa présence une fois de plus. « Vanessa, annulez mes rendez-vous pour le reste de la journée, » ordonna-t-il, massant ses tempes, « et demandez au chauffeur de me ramener chez moi. Mais monsieur, le ministre de l'économie attend votre appel à 17 heures, et ensuite, il y a le dîner avec les investisseurs chinois, » protesta Vanessa, consultant l'agenda électronique. « J'ai dit de tout annuler. » Richard haussa le ton, attirant des regards surpris des employés proches. Ce n'était pas dans ses habitudes de perdre son sang-froid. Dans l'ascenseur panoramique qui descendait les 40 étages de l'immeuble, Richard se sentit soudainement claustrophobe. Le miroir reflétait un homme qu'il ne reconnaissait plus. Quand les rides autour des yeux étaient-elles devenues si profondes? Quand son visage avait-il acquis cette pâleur maladive, malgré les séances hebdomadaires chez le meilleur dermatologue de la ville? En atteignant le rez-de-chaussée, il congédia le chauffeur d'un geste brusque. « J'ai besoin de marcher un peu. Rentrez chez vous, Paul. » L'air pollué de Paris l'accueillit comme une gifle chaude. Les klaxons incessants, le mouvement frénétique, des gens pressés, le bruit d'une métropole qui ne dort jamais. Tout semblait amplifié. Richard desserra sa cravate, se sentant étouffé non seulement par la pollution, mais par toute son existence. Il commença à marcher sans but précis. Quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Ses pas l'éloignèrent du centre financier, vers des quartiers moins nobles. À chaque pâté de maison qu'il avançait, les bâtiments miroitants cédaient la place à des constructions plus modestes. Les voitures importées étaient remplacées par des modèles populaires et les gens ne portaient plus de costumes coûteux. Dans la rue de Rivoli, il ressentit un étourdissement soudain. Le monde commença à tourner autour de lui. Les voix et les sons se déformèrent comme dans un cauchemar. Il essaya de s'appuyer contre un mur, mais ses muscles ne répondaient plus aux commandes de son cerveau. Sa vision commença à s'assombrir. Sur les bords, comme une vieille photographie brûlant lentement.
« Monsieur, vous allez bien ?» Une voix lointaine demanda, mais Richard ne pouvait plus répondre. Ses genoux cédèrent et il sentit son corps s'effondrer contre le pavé dur. Dans ses derniers instants de conscience, il pensa ironiquement qu'après toute une vie à construire un empire financier, il finirait comme une nouvelle de bas de page, millionnaire victime d'un malaise soudain sur un trottoir parisien. Serait-ce là l'héritage de son existence? Un corps bien habillé étendu sur un trottoir sale, observé par des étrangers qui ne connaissaient même pas son nom. Tandis que l'obscurité l'enveloppait complètement, une seule pensée traversa son esprit. À quoi avait servi tout cet argent, tout ce pouvoir, toute cette influence, s'il était maintenant seul, s'effondrant comme un château de cartes, dans la rue, sans personne qui s'en souciait vraiment? À l'autre extrémité de la ville, Julie Forestier terminait une nouvelle journée épuisante de travail. À 35 ans, elle portait sur son visage les marques d'une vie de lutte et dans son cœur la foi inébranlable qui la maintenait debout. Femme de ménage dans 3 endroits différents, un bureau au centre-ville le matin, une salle de sport l'après-midi et maintenant, en fin de journée, le nettoyage d'un petit théâtre dans le quartier de Belleville. « Julie, tu ne veux pas partir plus tôt aujourd'hui. Tu sembles fatiguée, » commenta Madame Mercedes, la dame âgée qui gérait le théâtre. « Je ne peux pas, Madame Mercedes. Je dois compléter mes heures si je veux payer le traitement de ma mère, » répondit Julie, ajustant le foulard coloré qui retenait ses cheveux bouclés. « Cette mère a de la chance d'avoir une fille comme toi, » soupira la dame. Julie se contenta de sourire, sans révéler qu'en plus du traitement pour l'arthrite sévère de sa mère, elle économisait chaque centime pour son véritable rêve, étudier la musique formellement. Depuis son enfance, la musique était son refuge, sa forme d'évasion. Dans les églises qu'elle fréquentait, elle était toujours invitée à diriger les louanges, sa voix puissante et juste touchant le cœur de tous. Tout en frottant le sol de la scène, elle commença à chanter doucement une composition personnelle. Sa voix augmenta progressivement, remplissant le théâtre vide d'une mélodie qui parlait d'espoir au milieu des difficultés. Elle chantait les yeux fermés, le ballet devenant un microphone improvisé dans ses mains. « Jeune fille, tu devrais être sur cette scène, pas la nettoyer, » interrompit Madame Mercedes, les larmes aux yeux. « Pourquoi ne participes-tu pas à ce concours qu'ils ont annoncé à la radio, les Voix de France ?» Julie secoua la tête, revenant à la réalité. « C'est pour les gens qui ont eu des opportunités, Madame Mercedes. Des gens qui ont étudié la musique, qui ont eu des professeurs, qui... » « Que nenni, c'est pour les gens qui ont du talent. Et ça, tu en as à revendre, » insista la dame. Ce soir-là, tandis qu'elle prenait le bus bondé pour rentrer dans le quartier de la Courneuve, en banlieue sud, Julie se permit de rêver pendant quelques minutes. Et si elle participait au concours? Et si sa voix était découverte? Et si elle pouvait transformer sa passion en profession? Mais le rêve se dissipa rapidement lorsque le bus passa devant une avenue remplie de boutiques de luxe. C'était un monde auquel des personnes comme elle n'avaient pas accès. Un monde d'opportunités réservées à quelques privilégiés. « Arrête de rêver éveillée, Julie, » murmura-t-elle pour elle-même. « Demain, tu te lèves encore à 5 heures du matin. » Ce que Julie ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, le destin était en train d'entrelacer son histoire avec celle de Richard Mercier, et que cette rencontre improbable changerait à jamais la vie des deux. Le lendemain, au lieu de suivre son itinéraire habituel vers le bureau du centre, Julie reçut un appel lui demandant de remplacer une collègue malade dans un immeuble commercial de la rue de Rivoli. Le même endroit où, quelques heures auparavant, un millionnaire s'était effondré, seul, au milieu de la foule indifférente de l'une des plus grandes villes du monde. L'agitation dans la rue de Rivoli attira l'attention de Julie dès son arrivée pour son service supplémentaire. Un petit attroupement formait un cercle sur le trottoir, la plupart des gens observant simplement avec la curiosité typique des grands centres urbains, où la tragédie d'autrui devient un bref spectacle avant que la vie ne suive son cours implacable. « Que s'est-il passé ?» demanda Julie à une dame qui s'éloignait du tumulte. Un homme s'est évanoui. Il semble important d'après le costume qu'il porte, mais personne ne veut s'impliquer. On a appelé une ambulance, mais vous savez comment est la circulation. À cette heure, Julie sentit son cœur se serrer. Dans une ville où tout le monde était pressé, un être humain à terre n'était qu'un obstacle sur le chemin. Avec détermination, elle se fraya un passage parmi les curieux,
tenant toujours son balai et son seau de produits de nettoyage. L'homme étendu portait un costume qui coûtait probablement plus que 6 mois de son salaire. Il était pâle, sa respiration superficielle, mais ne semblait pas blessé. Julie s'agenouilla à ses côtés, ignorant les regards méfiants autour d'elle. « Monsieur, monsieur, vous m'entendez » appela-t-elle, touchant légèrement son épaule. Pas de réponse. Julie savait ce que c'était que de se sentir abandonnée. Quand sa mère avait eu sa première crise d'arthrite sévère, elles étaient toutes les deux seules dans la petite maison de banlieue, sans voisins proches pour les aider, sans argent pour un taxi jusqu'à l'hôpital. Ce jour-là, elle avait chanté pour sa mère jusqu'à ce que la douleur diminue suffisamment pour qu'elle puisse atteindre le centre de santé. La musique avait toujours été sa force, son baume dans les moments difficiles. Sans hésiter, Julie appuya son balai sur le sol à côté d'elle et commença à chanter. Ce n'était pas n'importe quelle chanson, c'était une louange qui parlait de ne pas perdre espoir dans les heures les plus sombres. Sa voix, d'abord hésitante, prit rapidement corps et confiance, s'élevant au-dessus des bruits de la ville. « Je suis la lumière qui éclaire ton chemin. Je suis la main qui te relève quand tu tombes. Dans les heures d'affliction, tu n'es pas seul. Mon amour te soutient, ne t'abandonne jamais. » Les curieux, auparavant impatients, observèrent maintenant en silence. La voix de Julie avait quelque chose de transcendantal, comme si chaque note portait non seulement une mélodie, mais aussi de l'espoir. Quelques passants s'arrêtèrent, attirés par la scène insolite. Une femme simple, en uniforme de nettoyage, chantant avec ferveur à côté d'un homme inconscient sur le trottoir. Peu à peu, les paupières de Richard commencèrent à trembler. Son corps réagit à la mélodie comme une plante desséchée, réagit à la première pluie après une longue sécheresse. Quand il ouvrit enfin les yeux, il se vit entouré de visages inconnus, mais il y en eut un en particulier qui captiva son attention, le visage de la femme qui chantait les yeux fermés, comme si à ce moment-là il n'existait rien d'autre que cette chanson, ce moment, cette connexion. « Que s'est-il passé ?» murmura Richard essayant de s'asseoir. Julie interrompit son chant, ouvrant les yeux. Pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent, le sien, confus et vulnérable, le sien, serein et accueillant. « Vous vous êtes évanoui », expliqua Julie, lui offrant son soutien pour qu'il se redresse. « Il vaut mieux rester assis encore un peu jusqu'à ce que l'ambulance arrive. » Richard ressentit une vague de honte. Lui, qui dirigeait une salle avec 12 cadres sans sourciller, était maintenant soutenu par une inconnue sur le trottoir. La foule commença à se disperser. Le spectacle terminé, la routine de la ville reprenant son rythme. « Je n'ai pas besoin d'ambulance », protesta-t-il, essayant de retrouver sa dignité. C'était juste un malaise passager. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, les gens ne s'évanouissent pas pour un malaise passager », rétorqua Julie avec une franchise à laquelle Richard n'était pas habitué. « Vous avez besoin d'un médecin. » Quelque chose dans la fermeté douce de cette femme le désarma complètement. Quand était la dernière fois que quelqu'un s'était sincèrement soucié de son bien-être, sans arrière-pensée? « Comment vous... appelez-vous » demanda Richard, toujours assis sur le trottoir, le dos appuyé contre le mur d'une boutique. « Julie Forestier. Je travaille dans l'équipe de nettoyage de l'immeuble Montmartre, » répondit-elle, indiquant l'immeuble commercial. « Proche. Et vous ?»« Richard Mercier. » Julie écarquilla légèrement les yeux, reconnaissant le nom. Qui ne connaissait pas Richard Mercier à Paris? Son visage apparaissait fréquemment dans les journaux et magazines d'affaires. Le Richard Mercier. De Mercier Investissement? Demanda-t-elle, incrédule. Lui-même, confirma-t-il avec un sourire fatigué. Bien qu'en ce moment je ne fasse pas honneur à ma réputation d'homme fort des affaires. Une voiture noire de luxe s'arrêta brusquement près du trottoir. Un homme d'âge moyen en sortit, pressé. « Monsieur Mercier, mon Dieu, que s'est-il passé? Mademoiselle Vanessa m'a appelé désespérément quand elle a appris que vous aviez fait un malaise. » C'était Paul, son chauffeur et garde du corps personnel. Richard réalisa que le cirque ne faisait que commencer. En quelques minutes, la nouvelle de son évanouissement circulerait dans les couloirs de l'entreprise et atteindrait bientôt la presse. Il pouvait imaginer les gros titres sensationnalistes. La santé du magnate Richard Mercier en danger, les actions de Mercier Investissement chutent après l'évanouissement du PDG sur la voie publique. « Paul, aidez-moi à me lever », ordonna-t-il.
ignorant les vertiges qu'il ressentait encore. Et pas un mot sur cet incident à qui que ce soit, compris? Le chauffeur acquiesça, habitué à l'obsession de Richard pour la discrétion. Soutenu par Paul, Richard se leva enfin, arrangeant son costume froissé d'un geste automatique. Julie resta là, tenant son balai, soudain consciente de la disparité entre leurs mondes. Elle s'apprêtait à s'éloigner quand Richard se tourna vers elle. « Mademoiselle Forestier. »« Julie, dit-il, avec une formalité qui semblait déplacée après le moment de vulnérabilité partagée. Merci pour votre aide. Et pour la chanson. Je ne sais pas l'expliquer, mais c'est votre voix qui m'a ramené. » Julie sourit, un sourire lumineux qui semblait éclairer tout son visage. « C'est Dieu qui vous a ramené, monsieur Mercier. J'ai simplement prêté ma voix. » La simplicité de cette réponse déconcerta Richard. Il n'y avait ni ironie ni cynisme, juste une foi authentique qu'il n'avait pas rencontrée depuis longtemps dans son cercle social. « Laissez-moi vous remercier d'une manière ou d'une autre, » insista Richard, atteignant le portefeuille dans la poche intérieure de sa veste. « S'il vous plaît, acceptez. »« Non, monsieur, » interrompit Julie avec fermeté, levant la main en signe de refus. « Je n'ai rien fait qui mérite un paiement. N'importe qui aurait fait la même chose. » Richard faillit rire. N'importe qui. Il venait de passer près de 10 minutes inconscient dans l'une des rues les plus fréquentées de Paris, et la seule personne qui l'avait vraiment secouru était cette femme. Ah non, ce n'était définitivement pas n'importe qui aurait agi ainsi. Alors permettez-moi au moins de vous remercier convenablement, insista-t-il. J'aimerais vous inviter à prendre un café, quand je serai plus présentable. Il indiqua sa propre situation d'un geste vague. Julie hésita. Un café avec Richard Mercier? Cela semblait trop surréaliste. C'est très gentil, mais j'ai mon travail à faire, et vous avez certainement des engagements plus importants. Aucun engagement n'est plus important que de remercier celle qui a sauvé ma dignité, sinon ma vie, rétorqua Richard, avec une sincérité qui le surprit lui-même. Il sortit une carte de sa poche et la tendit. Mon numéro personnel est là. S'il vous plaît, réfléchissez à mon invitation. Hésitante, Julie accepta la carte, la glissant dans la poche de son uniforme. « Monsieur, Mercier, nous devons y aller. » Pressa Paul, visiblement nerveux face à l'exposition prolongée de son patron dans la rue. Richard acquiesça et, avec un dernier regard pour Julie, monta dans la voiture qui attendait. Tandis que le véhicule s'éloignait, il ne pouvait chasser de son esprit l'image de cette femme chantant, le balai fermement tenu dans une main comme s'il s'agissait d'un sceptre royal, et la voix, cette voix qui semblait émaner directement de son âme. Sur la banquette arrière de la voiture, Richard ferma les yeux épuisé, mais au lieu du silence habituel qu'il cultivait pendant ses trajets, il demanda « Paul, pouvez-vous allumer la radio? N'importe quelle station de musique. » Le chauffeur, surpris par la demande inhabituelle, obéit. Une douce mélodie remplit l'intérieur du véhicule. Pour la première fois depuis des années, Richard Mercier se permit simplement d'écouter, laissant les notes l'envelopper comme une étreinte depuis longtemps oubliée. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'incident de la rue de Rivoli. Richard, contrariant les recommandations médicales de repos absolu, était retourné au bureau dès le lendemain. Il ne pouvait pas se permettre le luxe de montrer une faiblesse, encore moins maintenant, avec la fusion milliardaire avec un conglomérat chinois en cours. Cependant, quelque chose avait changé. Dans les intervalles entre les réunions, il se surprenait à penser à la femme de ménage à la voix angélique. La simplicité avec laquelle elle l'avait traité, sans la flatterie ou la crainte révérentielle auxquelles il était habitué, l'intriguait. La carte qu'il avait remise à Julie restait silencieuse. Non qu'il s'attendait vraiment à un appel. Des personnes comme elle franchissaient rarement la barrière invisible qui séparait leur monde. Néanmoins, Richard ressentait une pointe de déception chaque fois qu'il vérifiait son téléphone et ne trouvait aucun appel inconnu. « Monsieur Mercier, le conseil est réuni dans la salle Concorde », annonça Vanessa, interrompant ses pensées. « Et le docteur Bonnet a demandé de vous rappeler de prendre vos médicaments pour la tension. » Richard acquiesça mécaniquement. Après l'évanouissement, il s'était soumis à une batterie d'examens qui avait révélé une hypertension sévère, des niveaux alarmants de cholestérol et les premiers signes d'un problème cardiaque, conséquence du stress chronique, avait expliqué le médecin. Si vous continuez à ce rythme, vous n'atteindrez pas la cinquantaine en bonne santé. La salle Concorde était la plus imposante de l'immeuble, réservée aux décisions qui
changerait le cours de l'entreprise. Richard ajusta sa cravate et poussa la lourde porte en bois noble. 12 cadres se levèrent en signe de respect, mais leurs regards trahissaient leurs préoccupations, non pas pour sa santé, mais pour l'impact que son malaise pourrait avoir sur les affaires. « Messieurs, allons droit au but », commença Richard, prenant sa place en tête de table. « Les Chinois hésitent après l'incident de la semaine dernière. Nous devons les rassurer. Il serait peut-être prudent de reporter les négociations, » suggéra Marcel Bonnet, directeur financier et le plus proche de ce que Richard avait comme ami au sein de l'entreprise. « Jusqu'à ce que votre santé soit complètement rétablie. » Richard lui lança un regard glacial. « Ma santé est excellente. Ce qui s'est passé était un épisode isolé, déjà éclairci. » La réunion se poursuivit pendant 2 heures, mais Richard n'était pas complètement présent. Une partie de son esprit vagabondait vers ce moment sur le trottoir, vers la sensation de se réveiller en entendant cette voix sublime. C'était comme si, pendant quelques minutes, il avait entrevu un monde différent, un monde où les gens se connectaient par quelque chose de plus profond que des contrats et des avantages mutuels. Lorsque la réunion prit enfin fin, Richard resta assis, observant la ville par la fenêtre panoramique. Paris s'étendait à perte de vue, une jungle de béton pulsante. Quelque part là en bas, Julie continuait sa routine, probablement sans idée de l'impact qu'elle avait eu sur lui. « Richard, nous devons parler, » dit Marcel, le seul qui était resté dans la salle. « En tant que médecin et ami, je suis inquiet. » « Je prends les médicaments, Marcel. Ce n'est pas seulement ça, vous devez ralentir le rythme, faire des changements dans votre style de vie, envisager de prendre des vacances, peut-être. » Richard rit sans humour. « Des vacances? Avec la fusion en cours? Impossible. » « Rien n'est impossible. Vous avez construit un empire, mais à quoi bon si vous n'êtes pas vivant pour le diriger? » Marcel fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Vous avez 47 ans, Richard. Quand était la dernière fois que vous avez fait quelque chose par plaisir et non par obligation ou statut? » La question frappa Richard comme un coup de poing. Plaisir. Le concept semblait aussi lointain que son enfance à Orléans, quand il courait pieds nus dans les rues de terre avec les amis du quartier, sans autre préoccupation que de rentrer à la maison avant la tombée de la nuit. « J'ai des engagements, Marcel, des responsabilités. 3000 employés dépendent de mes décisions. Et ils auront tous des emplois garantis si vous faites une crise cardiaque à 50 ans. » Le silence qui suivit fut interrompu par la sonnerie du téléphone portable de Bisenshop. Richard. Un numéro inconnu clignotait sur l'écran. D'un geste, il congédia Marcel et répondit à l'appel. « Richard Mercier. »« Monsieur Mercier? C'est Julie Forestier, la demoiselle au ballet. » Le cœur de Richard s'accéléra d'une façon qui n'avait rien à voir avec son état médical. « Mademoiselle Forestier, quelle agréable surprise. J'ai réfléchi à votre invitation, » continua Julie, la voix hésitante. « Si elle tient toujours... » « Bien sûr qu'elle tient, » répondit Richard, plus anxieux qu'il ne voulait l'admettre. « Quand serait-ce convenable pour vous? » « J'ai un jour de congé demain après-midi, mais... » Julie fit une pause. « Je ne me sens pas à l'aise dans les cafés chics du centre. Il y a une simple boulangerie près du théâtre du Châtelet. Pouvons-nous nous y retrouver? » Richard sourit, appréciant l'honnêteté directe de cette femme. « Ce sera un plaisir. À 15 heures? Parfait. À demain alors. » Quand il raccrocha, Richard se rendit compte qu'il souriait, un sourire sincère, pas le sourire calculé qu'il affichait pour les clients et les photographes. Il ajusta son costume, se sentant étrangement léger. Un café avec une femme de ménage dans une simple boulangerie. Que penseraient ses associés? Que dirait la presse si elle le savait? Étonnamment, il découvrit qu'il s'en moquait. Le lendemain, Richard congédia son chauffeur et marcha jusqu'au lieu de rendez-vous. La boulangerie était exactement comme il l'avait imaginé. Un établissement familial, avec des tables en formica et des chaises simples, fréquentées par des travailleurs et des étudiants de la région. Pas de filtre à eau importé, pas de barista primé, pas de pâtisserie gourmet, juste du pain frais, du café fort et des gens ordinaires. Julie l'attendait déjà, assise à une table près de la fenêtre. Elle portait un simple chemisier bleu et un jean, ses cheveux bouclés, attachés en un chignon décontracté. Sans son uniforme de travail, elle paraissait encore plus jeune, plus vibrante. « Monsieur Mercier, je suis contente que vous soyez venu, » salua-t-elle, se levant pour l'accueillir. « Je vous en prie.
Appelez-moi Richard, demanda-t-il, serrant la main tendue de Julie. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Ils s'assirent et Richard remarqua les regards curieux des autres clients. Un homme en costume Armani dans une boulangerie de quartier était un spectacle inhabituel. Mais pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentit pas évalué pour son statut ou son pouvoir. Il était juste un client de plus, commandant un café et un sandwich. « Alors, comment allez-vous depuis l'incident ?» demanda Julie après avoir passé les commandes. « Physiquement, je vais bien. Les médecins disent que c'était juste du stress et de l'hypertension, » répondit Richard, omettant la gravité réelle de son état. « Mais j'avoue que l'épisode m'a fait réfléchir. À quoi? Au sens de tout ceci, le travail, l'argent, le succès. » Richard fit un geste vague, indiquant son costume coûteux et sa montre de luxe. « Savez-vous pourquoi je me suis évanoui ce jour-là » Julie secoua la tête négativement. « Parce que je ne me souvenais plus de la dernière fois que j'avais pris un repas complet ou dormi plus de 5 heures d'affilée. Parce que j'ai oublié qu'avant d'être un PDG, je suis un être humain, avec des besoins fondamentaux. » La confession surprit Richard lui-même. Pourquoi s'ouvrait-il ainsi à une inconnue? Peut-être parce que Julie était la seule personne depuis des années à le voir. Non pas comme le puissant Richard Mercier, mais simplement comme un homme vulnérable, allongé sur le trottoir. Mon père disait souvent que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître, commenta Julie avec un sourire compréhensif. Il travaillait comme concierge dans une résidence de luxe à Passy. Il disait toujours que les résidents les plus riches semblaient être les plus malheureux. « Votre père est un homme sage, » acquiesça Richard. « Travaille-t-il toujours là-bas » Une ombre passa sur le visage de Julie. « Non, il a eu un accident il y a 5 ans. Il est maintenant en invalidité. »« Je suis désolé, comment s'appelle-t-il ?»« Raphaël Forestier. » Richard se figea, la tasse de café à mi-chemin de sa bouche. Raphaël Forestier. Serait-ce possible? Des souvenirs longtemps enfouis remontèrent comme des bulles dans un lac tranquille. Un garçon à la peau mate et au sourire facile. Des après-midi à jouer à chat perché sur le terrain vague. Des promesses d'amitié éternelle. « Votre père a-t-il travaillé à la résidence des Peupliers, à Passy ?» demanda Richard, la voix soudain rauque. Julie écarquilla les yeux, surprise. « Oui, pendant presque 20 ans. Comment le savez-vous ?»« Et avant cela, il habitait à Orléans, dans le quartier Saint-Marc ?» « Oui, jusqu'aux années 90. » Julie étudia le visage de Richard, confuse. « Mais comment? Votre père jouait au football sur le terrain de la rue des Orangers, et il avait une cicatrice au sourcil droit due à une chute de vélo ?»« Mon Dieu, » murmura Julie, portant les mains à sa bouche. « Vous avez connu mon père ?» Richard sentit le monde tourner à nouveau, mais cette fois ce n'était pas un évanouissement qui approchait. C'était le passé qui revenait avec toute sa force. Un passé qu'il croyait avoir laissé derrière. Lui, quand il avait quitté Orléans pour étudier l'économie à Paris, déterminé à ne plus jamais être le fils du mécanicien. Connu, Julie, votre père et moi étions meilleurs amis dans l'enfance, révéla Richard, la voix émue. Nous étions inséparables de 10 à 14 ans. Je lui ai promis que nous serions toujours amis, peu importe ce qui arriverait. Raph, chuchota Julie, utilisant le surnom que seuls les plus intimes connaissaient. Mon père parle toujours d'un ami d'enfance nommé Raph, qui est devenu un grand homme d'affaires. C'est comme ça qu'on m'appelait, confirma Richard, sentant un nœud dans la gorge. Raph et Raffo, le duo inséparable. Julie le regardait, abasourdie. Toutes ces années. Mon père vous a toujours mentionné avec tant de fierté. Mon ami Raph a conquis le monde, disait-il. Je n'ai jamais imaginé que c'était Richard Mercier, le Richard Mercier. Et je n'ai jamais imaginé que la fille de Raphaël croiserait mon chemin de cette façon. Richard secoua la tête, émerveillé par la coïncidence. Ou était-ce le destin? Comment va-t-il? J'aimerais tant le revoir. Il serait très ému, répondit Julie, les yeux brillants. Malgré l'accident qu'il a laissé à mobilité réduite, mon père n'a jamais perdu sa joie. Il reste la personne la plus optimiste que je connaisse. Identique au Raffo dont je me souviens, sourit Richard, perdu dans ses souvenirs. C'est lui qui m'a appris à faire voler un cerf-volant, vous savez, et il partageait toujours son goûter avec moi, quand ma mère n'avait pas d'argent pour m'en donner à emporter à l'école. Les larmes que Richard retenait débordèrent. Enfin, il n'avait pas pleuré depuis les funérailles de sa mère 15 ans auparavant. Et maintenant, dans une simple boulangerie, devant la fille de son meilleur ami d'enfance,
Les émotions qu'il avait gardées embouteillées pendant des décennies jaillissaient librement. « Excusez-moi, murmura-t-il, essuyant rapidement les larmes. Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Julie tendit la main touchant la sienne avec douceur. « Ne vous excusez pas de... » « Que ressentir, Richard? C'est peut-être exactement ce dont vous avez besoin, vous permettre de ressentir à nouveau. » À ce moment, regardant dans les yeux bienveillants de Julie, Richard eut le sentiment qu'un cycle se refermait. Comme si toutes les décisions, tous les sacrifices, tous les succès et les échecs de sa vie avaient convergé vers cet instant, pour retrouver à travers la fille l'ami qui symbolisait tout ce qu'il avait abandonné au nom du succès. « Julie, dit-il, avec une conviction qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, je veux voir votre père, aujourd'hui, maintenant si possible. » Le sourire de Julie illumina tout son visage. « Il sera tellement heureux, mais notre maison est très simple à la Courneuve. » « Pensez-vous que cela m'importe? Le Richard d'aujourd'hui s'en soucierait peut-être, mais le Raph que votre père a connu, jamais. » Tandis qu'il réglait l'addition et se préparait à suivre Julie jusqu'à la banlieue parisienne, Richard eut l'impression de se réveiller d'un long rêve ou peut-être d'un cauchemar auto-imposé. La coïncidence était trop grande pour être ignorée. D'une certaine façon, l'univers avait conspiré pour ramener dans sa vie non seulement un souvenir d'enfance, mais une connexion authentique avec une époque où l'argent ne définissait pas sa valeur. Et tandis qu'il montait dans le taxi aux côtés de Julie, Richard eut la certitude que sa vie ne serait plus jamais la même. L'évanouissement sur le trottoir n'avait pas été seulement une alerte de santé. C'était le premier pas d'un voyage de redécouverte. Le contraste ne pouvait être plus grand. Après avoir quitté le centre financier de Paris, le taxi parcourut environ 20 km jusqu'à atteindre la Courneuve, dans la banlieue nord de la ville. Les larges avenues cédèrent la place à des rues étroites, les bâtiments imposants furent remplacés par des constructions simples dont beaucoup étaient inachevés. Richard observait par la fenêtre, en silence, absorbant une France qui existait à quelques kilomètres de son bureau climatisé, mais qui occupait rarement ses pensées. « C'est ici », annonça Julie, lorsque le taxi s'arrêta devant une maison, modeste, aux murs bas peints en bleu délavé. Richard paya la course, ignorant le regard curieux du chauffeur qui se demandait clairement ce qu'un homme en costume ferait dans ce quartier. En sortant du véhicule, il sentit la chaleur étouffante de l'après-midi parisien, si différente de la température contrôlée des environnements qu'il fréquentait. « Je suis nerveux », confessa-t-il, tout en suivant Julie par le petit portail métallique. « Cela fait plus de 30 ans. Ne vous inquiétez pas, sourit-elle. Mon père est la personne la moins jugeante que je connaisse. » La maison, bien que petite, était accueillante. Des pots de plantes ornaient l'étroite véranda et l'arôme du café fraîchement préparé remplissait l'atmosphère. Sur les murs du salon, Richard remarqua plusieurs photos de famille, dont une de Julie sur scène, microphone en main, apparemment lors d'un événement à l'église. « Papa, j'ai une surprise pour toi », appela Julie, se dirigeant vers la cour arrière. Raphaël Forestier était assis dans un simple fauteuil roulant, à l'ombre d'un manguier, une guitare sur les genoux. À 52 ans, il conservait le même large sourire dont Richard se souvenait de l'enfance, bien que ses cheveux soient maintenant grisonnants et que son corps, autrefois athlétique, montre les signes de l'accident qu'il avait confiné au fauteuil. Quand il leva les yeux et vit le visiteur, son visage passa de la curiosité au choc et finalement à une joie indescriptible. « Mon Dieu du ciel !»« Raph !» balbutia-t-il, mettant la guitare de côté. « C'est vraiment toi ?» Richard sentit les larmes brouiller sa vision à nouveau. Sans hésiter, il s'approcha et étreignit son ami d'enfance, une étreinte qui portait 3 décennies d'absence et toute une vie de souvenirs partagés. « Raphaël, mon vieil ami, » murmura Richard, la voix tremblante. « Ça fait si longtemps. »« Regarde-toi. » s'exclama Raphaël quand ils se séparèrent enfin. Tout élégant, l'homme d'affaires accompli. « J'ai toujours su, depuis tout petit, que tu irais loin. » Richard s'assit sur un petit banc à proximité, tandis que Julie entrait discrètement dans la maison pour préparer un café. Les 2 hommes s'étudièrent un moment, reconnaissant dans leur visage vieilli les traits des garçons qu'ils avaient été. « Comment est-ce arrivé ?» demanda Raphaël, indiquant les retrouvailles inattendues. « Julie m'a parlé d'un homme qui s'est évanoui, dans la rue.
Mais je n'ai jamais imaginé. Il semble que le destin ait un sens de l'humour particulier, sourit Richard. Ta fille m'a trouvé dans mon moment le plus vulnérable et, d'une certaine façon, m'a reconnecté avec qui je suis vraiment. Elle a ce don, acquiesça Raphaël. Avec une fierté paternelle. Julie voit toujours au-delà des apparences, tout comme sa mère. Elle a une voix. Incroyable, commenta Richard. C'est ce qui m'a ramené à la conscience, tu sais. Elle chantait une louange. Le sourire de Raphaël s'élargit encore plus. Sa voix est un don de Dieu. Depuis toute petite, elle chantait dans toute la maison. Sa mère, que Dieu ait son âme, disait toujours que Julie était née en chantant plutôt qu'en pleurant. La mention de l'épouse décédée amena une ombre momentanée dans les yeux de Raphaël, mais il retrouva rapidement son sourire. « Et toi, Raph ? Julie m'a dit que tu es propriétaire de cette grande société de courtage, Mercier Investissement. J'ai vu ton visage quelquefois dans le journal. J'ai toujours su que tu deviendrais quelqu'un d'important. » Richard ressentit une pointe de honte. Tout en construisant son empire, il n'avait jamais cherché à retrouver son ami d'enfance. Il était trop occupé à se réinventer, à se transformer, en quelqu'un qui ressemblait peu au garçon d'Orléans. « Raffo, je suis désolé d'avoir perdu contact. Quand j'ai quitté Orléans pour étudier à Paris, j'ai promis de rester en contact. Mais ensuite, la faculté est devenue exigeante, puis le premier emploi, puis j'ai lancé ma propre entreprise et... » Raphaël leva la main, interrompant les « excuses ». Pas besoin d'explication, Raph. La vie suit son cours. L'important est que nous soyons ici maintenant. La générosité de ce pardon fit Richard déglutir difficilement. Combien de fois dans sa carrière avait-il été implacable face aux erreurs, impitoyable face aux échecs, intransigeant face au retard? Et voici Raphaël, pardonnant, 3 décennies d'absence d'un simple geste. Julie revint avec un plateau de café et de biscuits faits maison. Tout en servant, Richard remarqua comment elle et son père interagissaient avec une harmonie naturelle. Petits gestes, regards complices, une connexion que seules des années de cohabitation authentique pouvaient construire. « Votre fille ?» « M'a parlé de l'accident », dit Richard après un moment de silence confortable. « Que s'est-il exactement passé ?» Raphaël soupira, passant la main dans ses cheveux grisonnants. « Je faisais l'entretien de l'ascenseur dans la résidence. Quelque chose a mal tourné, le câble s'est rompu, je suis tombé du 3e étage. Les médecins ont dit que j'avais eu de la chance de survivre, mais la moelle épinière a été touchée. » Il haussa les épaules avec une acceptation surprenante. Au début, c'était difficile, bien sûr, mais Dieu ne donne pas un fardeau que nous ne pouvons pas porter. Et j'ai ma Julie, mon ange gardien. Richard observa l'échange de regards affectueux entre père et fille, ressentant une pointe d'envie. Quelle relation avait-il eue avec son propre père, au-delà de l'exigence constante de résultats? Quelle connexion maintenait-il avec quelqu'un qui se souciait vraiment de lui, et non de son argent ou de son influence? « Et votre musique ?» demanda Richard à Julie, remarquant la guitare appuyée contre le fauteuil de Raphaël. « Votre voix est extraordinaire. Vous n'avez jamais pensé à faire carrière ?» Une rougeur délicate colora les joues de Julie. « C'est juste un passe-temps. Je chante à l'église le dimanche, parfois lors de petits événements communautaires, mais je n'ai jamais eu les moyens d'étudier formellement. » « Elle est trop modeste, » intervint Raphaël. « Julie a un don rare. Quand elle chante, les gens s'arrêtent pour écouter. Ce n'est pas seulement la technique, c'est quelque chose qui vient de l'âme. » « J'ai remarqué, » acquiesça Richard, se souvenant du moment où il s'était réveillé au son de cette voix. « Vous devriez participer à ce concours de talent qui a lieu en ce moment, les Voix de France. » Julie faillit s'étouffer avec son café. « Le plus grand concours de chant du pays, vous plaisantez, n'est-ce pas? C'est pour des professionnels, des gens qui ont étudié, qui ont des relations. C'est pour quiconque a du talent, » corrigea Richard, sentant une idée se former dans son esprit. « Et vous avez du talent à revendre. » « Même si je le voulais, les inscriptions sont déjà closes, » soupira Julie. « Et il y a les frais d'inscription, la tenue appropriée, la préparation. » Richard sentit quelque chose s'éveiller en lui. Un but, une mission qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Et si je pouvais aider? Je connais des gens dans la production de l'émission. »« Tu n'as pas besoin de faire ça pour nous. »« Raph » interrompit Raphaël, devinant les pensées de son ami. « C'est déjà une bénédiction de t'avoir ici, après tant de temps. » « Je ne le fais pas par obligation, Raffo. Je veux le faire. » Richard se tourna vers Julie,
avec une conviction qui surprit tout le monde, y compris lui-même. « Votre voix m'a ramené quand j'étais perdu, pas seulement sur le trottoir, mais dans la vie. Laissez-moi vous rendre l'appareil, en aidant votre talent à être reconnu. » Julie se mordit la lèvre inférieure, indécise. « Je ne sais pas si j'ai le niveau pour un concours de cette envergure. »« Vous avez plus que le niveau, » affirma Richard. « Vous avez quelque chose que beaucoup de chanteurs professionnels ont perdu en chemin, l'authenticité. Quand vous chantez, ce n'est pas seulement du son, c'est de l'émotion pure. » L'après-midi avança entre histoire du passé, rire partagé et projet d'avenir. Richard apprit comment Julie équilibrait 3 emplois pour subvenir aux besoins de la maison et payer les médicaments de son père. Il découvrit la lutte quotidienne de Raphaël pour maintenir sa dignité malgré les limitations physiques. Et pour la première fois depuis des années, il parla ouvertement de sa propre solitude au sommet, du vide qu'aucun succès financier ne parvenait à combler. Quand la nuit tomba, Richard réalisa qu'il avait passé des heures dans cette maison, simple, sans regarder l'heure une seule fois, sans vérifier ses emails, sans répondre aux appels. Il se sentait plus léger, comme s'il avait laissé un lourd fardeau derrière lui. « Je dois partir », annonça-t-il finalement, bien qu'à contre-cœur. « Mais je reviendrai bientôt, je le promets. Et cette fois, je ne laisserai pas passer 30, 15... » Raphaël serra les mains de son ami entre les siennes. « Tu seras toujours le bienvenu dans cette maison, Raph. Non pas pour ce que tu es devenu, mais pour qui tu as toujours été. » Ces mots touchèrent Richard profondément. Qui était-il? Vraiment? Le puissant PDG Richard Mercier craint dans les cercles financiers? Ou y avait-il encore quelque chose du garçon Raph, qui courait pieds nus et rêvait d'un avenir meilleur? En partant, Richard fit une promesse silencieuse à lui-même. Non seulement il aiderait Julie à participer au concours, mais il trouverait un moyen de se reconnecter avec la partie de lui-même qu'il avait abandonnée sur le chemin du succès. « Je vais tout organiser pour votre inscription au concours », assura-t-il à Julie, tandis qu'elle l'accompagnait jusqu'au portail. « Et si vous me le permettez, j'aimerais vous aider à vous préparer. Je connais les meilleurs professeurs de chant du pays. »« Pourquoi faites-vous cela pour moi ?» demanda Julie, sincèrement intriguée. Richard réfléchit un moment avant de répondre. Peut-être parce qu'après avoir passé des années à construire un empire financier, j'ai réalisé que les seules choses qui comptent vraiment sont les connexions humaines. Ou peut-être, sourit-il, est-ce simplement le destin qui corrige une erreur de parcours? Avant de monter dans le taxi qui l'attendait, Richard jeta un dernier regard sur la maison simple, où Raphaël l'observait depuis la véranda avec un sourire affectueux. À ce moment, il eut la certitude que l'évanouissement sur le trottoir n'était pas un accident, mais le début d'un éveil beaucoup plus profond. Sur le chemin du retour vers son appartement en attique à Neuilly-sur-Seine, Richard passa plusieurs appels. D'abord à son assistante, annulant tous ses engagements du lendemain matin, puis à un ami producteur musical, garantissant une audition spéciale pour Julie au concours Voix de France, même avec les inscriptions closes. Et finalement à Marcel Bonnet, son directeur financier. « Marcel, tu te souviens quand tu as suggéré que je prenne des vacances? Je crois que je vais accepter ton conseil. J'ai besoin de temps pour redécouvrir certaines choses. » De l'autre côté de la ligne, Marcel put à peine dissimuler sa surprise. En 20 ans de travail ensemble, Richard n'avait jamais pris de vacances volontairement. « Que s'est-il passé aujourd'hui ?» demanda le directeur perplexe. Richard sourit regardant la ville illuminée par la fenêtre du taxi. « Disons que j'ai retrouvé un vieil ami, et peut-être un peu de moi-même au passage. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Richard Mercier dormit profondément sans l'aide de comprimés, et il rêva de 2 garçons courant dans un terrain vague, leur rire résonnant dans une époque plus simple, quand le succès n'avait pas encore de prix. Les couloirs. Miroitant de Mercier Investissement, reflétaient des centaines de visages surpris ce matin-là. Les employés chuchotaient dans les coins, les secrétaires échangeaient des regards perplexes, et les cadres tentaient de dissimuler leur choc. La nouvelle se répandait comme une traînée de poudre. Richard Mercier, l'homme qui ne prenait jamais de vacances, qui répondait aux emails à 3 heures du matin, qui exigeait une présence physique au bureau même lors des jours fériés importants, avait annoncé qu'il s'absenterait pendant 2 semaines. Il a parlé de questions personnelles
commenta Vanessa avec d'autres assistants à la cafétéria. En 15 ans de travail pour lui, je ne l'ai jamais entendu mentionner une quelconque question personnelle. Je doutais même qu'il ait une vie en dehors de cet immeuble. Dans la salle de direction, Marcel Bonnet affrontait une petite rébellion. C'est irresponsable d'abandonner l'entreprise justement maintenant, avec la fusion en cours, protestait Étienne, valant directeur des opérations. Les Chinois pourraient interpréter cela comme un manque d'engagement. Richard n'est pas en train d'abandonner quoi que ce soit, rétorqua Marcel, gardant son calme. Il délègue temporairement. Il restera disponible pour les décisions cruciales. Et franchement, après ce qui s'est passé la semaine dernière, nous devrions tous être reconnaissants qu'il priorise enfin sa santé. Sa santé? Crois-tu vraiment que c'est de cela qu'il s'agit? Questionna Claire Simen, directrice. Marketing avec un sourire malicieux. J'ai entendu dire qu'on l'a vu avec une jeune femme dans une boulangerie du centre. Peut-être que notre célibataire convaincu a finalement été ferré. Marcel soupira. La spéculation était inévitable, mais il savait qu'il se passait quelque chose de plus profond chez son ami. Dans la brève conversation qu'ils avaient eue, il avait perçu un changement dans le ton de voix de Richard, une légèreté, presque une vulnérabilité, qu'il n'avait jamais détectée auparavant. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, au Conservatoire municipal de Paris, Richard observait attentivement Julie pendant son premier cours avec la renommée professeure de chant lyrique, Christine Moreau. « Respirez avec le diaphragme, pas avec les épaules », instruisait Christine, plaçant sa main sur le ventre de Julie. « Sentez l'air remplir toute cette zone. Voilà. Maintenant, contrôlez la sortie comme si vous souffliez sur une bougie sans l'éteindre. » Julie suivait les instructions avec un mélange de concentration et d'émerveillement. Elle n'avait jamais reçu d'éducation formelle en musique, apprenant tout ce qu'elle savait à l'église et à travers des vidéos sur Internet. L'opportunité de travailler avec une professionnelle du calibre de Christine était un rêve qu'elle n'aurait jamais imaginé réaliser. « Votre voix possède une qualité naturelle extraordinaire », commenta la professeure après la première. Série d'exercices. Je vois rarement un talent brut aussi prometteur. Avec une technique adéquate, vous pouvez aller très loin. Le visage de Julie s'illumina sous le compliment et elle lança un regard reconnaissant à Richard, qui assistait discrètement depuis le fond de la salle. En 3 jours seulement, il avait déplacé des montagnes pour elle. Il avait obtenu une place spéciale au concours, organisé des cours avec les meilleurs professeurs et même prévu une petite allocation pour qu'elle puisse réduire sa charge de travail et se consacrer aux répétitions. « Je ne peux pas accepter votre argent », avait protesté Julie lorsque Richard avait proposé cet arrangement. « Ce n'est pas de la charité », avait-il expliqué. « C'est un investissement dans votre talent. Et quand vous gagnerez le concours, je considérerai l'investissement remboursé avec intérêt. » La fermeté bienveillante avec laquelle il avait prononcé ce « quand » et non « si » avait profondément touché Julie. Pour la première fois, quelqu'un d'autre que son père croyait en elle inconditionnellement. Après le cours, Richard l'invita à déjeuner dans un restaurant simple à proximité. Il avait abandonné ses costumes coûteux en faveur de vêtements plus décontractés, jeans et polo, et avait laissé sa barbe pousser légèrement, lui donnant un aspect moins sévère et plus accessible. « Qu'avez-vous pensé du cours » demanda-t-il tandis qu'ils attendèrent leur plat. « Incroyable » répondit Julie, les yeux encore brillants. Christine m'a fait prendre conscience de combien d'erreurs techniques je commettais sans le savoir. Mais c'était aussi effrayant. Tous les autres concurrents ont probablement eu des années de formation formelle. La technique s'apprend, considéra Richard. Mais l'émotion avec laquelle vous chantez, c'est un don inné. J'ai vu des gens applaudir debout des performances techniquement parfaites, mais vides. Et j'ai vu des salles entières se taire pour écouter une seule note chantée avec âme. Vous parlez comme quelqu'un qui s'y connaît en musique, observa Julie, curieuse. Richard sourit avec une pointe de mélancolie. Ma mère était pianiste, pas professionnelle. Elle donnait des cours aux enfants du quartier pour compléter les revenus. Mais elle jouait comme si elle était née pour ça. Il fit une pause, perdue dans ses souvenirs. Quand elle jouait Bach les dimanches après-midi, j'avais l'impression que le monde s'arrêtait pour écouter. Vous n'avez jamais voulu apprendre. J'ai appris un peu. Mais après son départ, le piano est resté fermé. Et quand j'ai déménagé à Paris pour étudier, je l'ai laissé derrière, avec tant d'autres choses. Julie perçut la douleur mal cicatrisée entre les lignes de cette histoire.
Il y avait tant de choses qu'elle ignorait sur Richard, tant de couches sous l'homme d'affaires accompli. « Il n'est jamais trop tard pour recommencer », dit-elle doucement. Richard leva les yeux, rencontrant le regard compréhensif de Julie. « C'est ce que je découvre. » Dans les jours qui suivirent, une routine improbable s'établit. Le matin, Richard consacrait quelques heures aux vidéoconférences et aux décisions urgentes de l'entreprise. Le reste de la journée était partagé entre accompagner les répétitions de Julie et rendre visite à Raphaël, avec qui il renouait à travers de longues conversations sur le passé et le présent. La maison simple de la Courneuve était devenue un refuge pour Richard. Là, loin des regards évaluateurs et des attentes étouffantes du monde des affaires, il se sentait à nouveau humain. Lors des après-midi à l'ombre du marronnier dans la cour, écoutant Raphaël jouer de la guitare et raconter des histoires du voisinage, il trouvait une paix qu'aucune retraite de luxe ne lui avait jamais procurée. Lors d'une de ces rencontres, Raphaël mentionna nonchalamment son ancien rêve d'ouvrir une petite école de musique communautaire. « Avant l'accident, je donnais des cours de guitare aux enfants du quartier », expliqua-t-il. « Ce n'était rien de formel, juste quelques heures les week-ends. Mais tu aurais dû voir la différence que cela faisait dans la vie de ces garçons et filles. Beaucoup d'entre eux auraient été dans la rue, tu sais. La musique leur donnait un but, une discipline. »« Pourquoi as-tu arrêté ?» demanda Richard, sincèrement intéressé. Raphaël indiqua son fauteuil roulant d'un geste résigné. « C'est devenu compliqué. L'espace que nous utilisions n'était pas accessible, et puis le projet qui finançait les instruments a été interrompu. » Richard sentit une idée commencer à se former dans son esprit. Une idée qu'une semaine auparavant, il aurait rejetée comme sentimentale et irréalisable. « Et si nous reprenions ce projet, à plus grande échelle ?» suggéra-t-il hésitant. « Un centre culturel communautaire, avec des cours de musique, de danse, de théâtre ?» Raphaël rit sans malice. « Un beau rêve, mon ami. Mais des projets comme celui-là exigent de l'argent, de l'espace, des équipements, des enseignants. » « De l'argent, j'en ai, » interrompit Richard, avec une détermination croissante. « Bien plus que ce dont j'ai besoin ou que je peux dépenser. Et pour l'espace ?» Il fit une pause, se souvenant de quelque chose. Mercier Investissement a acheté un ancien entrepôt près d'ici, avenue du Président Wilson. C'était pour un centre de traitement de données, mais le projet a été annulé. Le bâtiment est vide depuis plus d'1 an. Les yeux de Raphaël brillèrent un instant, mais le doute revint rapidement. Même ainsi, Richard, une chose est de donner quelques cours bénévoles, une autre est de gérer un centre culturel. Il faut des personnes qualifiées, engagées, comme ta fille, suggéra Richard. Julie a du talent, du charisme et une connexion authentique avec la communauté. Et après le concours, indépendamment du résultat, elle aura de la visibilité et de la crédibilité dans le milieu musical. Raphaël étudia son ami pendant un long moment, essayant de comprendre la transformation dont il était témoin. « Que t'est-il arrivé, Raph ? Il y a 2 semaines, tu étais le requin des investissements, l'homme qui ne pensait à rien d'autre qu'aux profits et aux acquisitions. » Richard réfléchit avant de répondre. Comment expliquer l'éveil qu'il vivait? Comment mettre en mots la sensation d'avoir été endormi pendant des décennies et d'ouvrir enfin les yeux sur ce qui comptait vraiment? « Je crois que m'évanouir sur le trottoir a été la meilleure chose qui me soit arrivée, » dit-il finalement. C'était comme si l'univers m'avait donné une gifle et dit « Réveille-toi, idiot, tu es en train de perdre ce qui compte vraiment. » Et puis ta fille est apparue, chantant l'espoir tout en tenant un balai. Il rit doucement de cette image. On dirait le début d'une de ces histoires que ta mère racontait, tu te souviens, où le prince arrogant est transformé par une rencontre magique. Raphaël sourit, ému par l'analogie. Sauf que dans ce cas, la princesse porte un uniforme. De femme de ménage et le prince est un cadre stressé. Les deux rirent, sentant leur amitié ancienne se renouveler, plus profonde maintenant, tempérée par l'expérience et les chemins différents qu'ils avaient parcourus. « Je suis sérieux. » « À propos du centre culturel, » affirma Richard après un moment, « je veux faire quelque chose de significatif avec mon argent. Quelque chose qui laisse un véritable héritage. Plus un bâtiment portant mon nom, mais quelque chose qui transforme des vies. »« Si c'est vraiment ce que tu veux, » répondit Raphaël, « compte sur moi. Je ne peux peut-être pas marcher, mais mes doigts jouent encore et ma tête fonctionne toujours. » Ce soir-là, en rentrant dans son appartement à Neuilly-sur-Seine,
Richard s'assit au piano qu'il conservait comme pièce décorative, un Steinway à queue qu'il avait acheté aux enchères des années auparavant, plus pour l'ostentation que par amour de la musique. Hésitant, il joua quelques notes. Le son, même désaccordé par le manque d'usage, éveilla des souvenirs endormis. Sa mère lui enseignant les gammes, le parfum de lavande qu'elle portait, sa patience infinie face à ses erreurs. Ses doigts trouvèrent, par instinct, les notes d'une vieille berceuse qu'elle jouait. C'était maladroit, faute de pratique, mais il y avait quelque chose d'authentique dans cet effort, une honnêteté qu'aucune de ses récentes réussites ne possédait. Le téléphone sonna, interrompant ce moment. C'était Marcel Bonnet. « Richard, désolé de te déranger, mais nous avons besoin de ta décision concernant l'offre des Chinois. Ils ont augmenté la valeur, mais ont inclus des clauses qui limitent notre autonomie après la fusion. » Il y a une semaine, Richard se serait plongé dans la négociation, aurait passé la nuit à analyser les contrats, aurait poussé son équipe à obtenir plus de concessions. Maintenant, assis au piano qui symbolisait tout ce qu'il avait abandonné, il ressentit une clarté surprenante. « Refuse, Marcel. Nous ne vendons pas. »« Quoi? Mais tu as dit toi-même que cette fusion était stratégique pour notre expansion en Asie. » « J'ai changé d'avis. Nous suivrons notre propre chemin. Et j'ai d'autres projets pour cet entrepôt de l'avenue du président Wilson. » Après avoir raccroché, Richard se tourna à nouveau vers le piano. Les notes venaient plus facilement maintenant, comme si ses mains se souvenaient d'un langage presque oublié. Et tandis qu'il jouait avec imperfection et sincérité, il se sentait plus vivant que durant toutes ces années de succès financiers accumulés. Dans l'appartement modeste de La Courneuve, Julie traversait également sa propre transformation. Devant le petit miroir de la salle de bain, elle répétait la chanson qu'elle présenterait lors de la première phase du concours, non plus une louange, comme elle l'avait initialement prévu, mais une composition personnelle qui parlait de renaissance et de découverte. « Êtes-vous sûr ?» avait demandé Christine quand Julie avait suggéré de présenter une chanson originale. « C'est risqué. Les juges préfèrent généralement des interprétations de chansons connues, où ils peuvent de mieux évaluer votre technique. »« J'en suis sûre, » avait répondu Julie, avec une confiance qui l'avait elle-même surprise. « Si je dois me présenter, je veux que ce soit avec quelque chose qui vient vraiment de moi, quelque chose qui raconte mon histoire. » Maintenant, tandis qu'elle vocalisait doucement pour ne pas réveiller son père qui dormait dans la chambre voisine, Julie ressentait un mélange de peur et d'excitation. Dans une semaine, elle serait sur la scène du plus grand concours de talent du pays, exposant non seulement sa voix mais son âme. Et d'une certaine façon, elle savait que quel que soit le résultat, sa vie ne serait plus jamais la même. Ce que ni l'un ni l'autre ne pouvaient imaginer, tandis qu'ils pratiquaient séparément cette nuit-là, c'était combien leur destin continuerait à s'entrelacer, transformant non seulement leur propre vie, mais celle de toute une communauté. Les coulisses du théâtre du Châtelet à Paris pulsaient de l'énergie nerveuse de dizaines de candidats. La première phase du concours Voix de France avait attiré des talents de tout le pays, des chanteurs lyriques avec une formation conservatoire aux artistes populaires autodidactes. Dans la loge partagée, Julie observait, fascinée et intimidée, le professionnalisme avec lequel les autres concurrents se préparaient. « Ça va ?» demanda Richard, remarquant sa tension. Il avait obtenu une autorisation spéciale pour l'accompagner en coulisses, quelque chose normalement réservé uniquement aux entraîneurs officiels. « Je suis terrifiée », confessa Julie, ajustant la robe simple mais élégante qu'elle portait. Un cadeau de Richard, bien qu'il eût insisté que c'était seulement un investissement dans la présentation de l'artiste. Tout le monde ici semble si professionnel. Cette fille là-bas fait son échauffement en italien. Richard sourit, compréhensif. Et alors? Elle connaît peut-être des techniques que vous n'avez pas encore apprises, mais personne ici n'a votre authenticité. Rappelez-vous ce que Christine a dit. Votre plus grande force est l'émotion que vous mettez dans chaque note. Julie acquiesça, essayant de calmer sa respiration comme elle l'avait appris pendant les cours. Ces 2 dernières semaines, sa vie s'était complètement transformée. De femme de ménage anonyme à candidate dans le plus grand concours de talent du pays, avec un sponsor millionnaire et des cours avec l'une des plus renommées professeurs de chant de Paris. Parfois, elle devait se pincer pour croire que ce n'était pas un rêve élaboré. Candidat numéro 37,
Préparez-vous, annonça un assistant de production consultant son calepin. Candidate numéro 38, Julie Forestier, vous êtes la suivante. Le cœur de Julie s'accéléra. La réalité du moment la frappa finalement de plein fouet. Dans quelques minutes, elle serait sur la scène qui avait déjà accueilli certains des plus grands artistes du monde, jugés par des professionnels renommés de l'industrie musicale. « Je ne sais pas si j'y arriverai », murmura-t-elle, soudain pâle. Richard prit ses mains entre les siennes, la forçant à le regarder. « Julie, écoutez-moi. Vous vous êtes déjà produite dans l'endroit le plus difficile possible, un trottoir de la rue de Rivoli pour un public indifférent, avec un ballet comme seul accessoire. Et pourtant, votre voix a été assez puissante pour réveiller un homme inconscient. Après cela, un théâtre avec une bonne acoustique et un public disposé à écouter, c'est facile. » L'analogie inattendue arracha un sourire nerveux à Julie. Richard avait le don de mettre les choses en perspective. « De plus, continua-t-il, votre père est au premier rang. Je suis sûr qu'il raconte déjà à tous ceux qui l'entourent que vous êtes sa fille. » C'était vrai. Raphaël, dans son fauteuil roulant, occupait une place spéciale au premier rang, grâce à un arrangement fait par Richard. Après quelques résistances initiales, « Je ne veux pas de faveur spéciale », Raphaël avait fini par accepter le geste, comprenant combien cela signifiait pour Julie d'avoir son père présent dans ce moment crucial. « Candidate numéro 38, Julie Forestier », appela l'assistant. Richard lui donna une dernière pression encourageante des mains. « Souvenez-vous, ne chantez pas pour les juges. Chantez pour votre père, chantez pour vous-même, chantez pour ceux qui ont besoin d'entendre votre message aujourd'hui. » Julie respira profondément et marcha vers la scène. La lumière intense des projecteurs l'aveugla momentanément, mais lorsque sa vision s'ajusta, elle vit la salle pleine, des centaines de visages anonymes, sauf un, son père, au premier. Krang avec un sourire si large qu'il semblait illuminer tout le théâtre. Au centre de la table des juges se trouvait Antoine Veiga, le producteur musical le plus influent du pays, connu pour sa franchise implacable. À ses côtés, la chanteuse vétéran Marielle Fontaine et le compositeur Jean Robillard complétèrent le trio qui déciderait du sort des concurrents. « Bonjour », salua Julie, sa voix trahissant un léger tremblement. « Je m'appelle Julie Forestier, j'ai 35 ans et je viens de La Courneuve, Paris. »« Votre occupation ?» demanda Antoine, consultant les fiches devant lui. Julie hésita une seconde. « Je suis femme de ménage, je travaille à 3 endroits différents pour subvenir aux besoins. De ma famille. » Un murmure parcourut l'audience. La plupart des candidats précédents avaient énuméré des formations musicales impressionnantes ou des expériences professionnelles dans le domaine. « Et quelle chanson allez-vous nous présenter aujourd'hui ?» poursuivit Antoine, sans montrer de réaction à sa réponse. Une composition personnelle intitulée « L'éveil ». Antoine haussa les sourcils, clairement surpris par ce choix risqué. « Allez-y alors. » Julie ferma les yeux un moment, se centrant. Quand elle les rouvrit, elle ne voyait plus l'audience, les juges ou même le théâtre imposant. Elle ne voyait que son père, et assis à côté de lui, Richard, l'homme dont la vie avait croisé la sienne de façon si improbable, les transformant, tous deux dans le processus. Puis elle commença à chanter. Sa voix d'abord hésitante prit confiance à chaque note. La chanson parlait de rêves endormis, de talents enfouis sous le poids des nécessités quotidiennes, d'âmes qui se reconnaissent au-delà des circonstances. Chaque vers émanait d'authenticité, chaque note portait la vérité de celle qui avait vécu ce qu'elle chantait. Dans le refrain, sa voix s'éleva avec une puissance surprenante, remplissant chaque recoin du théâtre d'une émotion pure. « C'est dans l'éveil que je trouve ma force, dans la lumière du matin que je renouvelle ma foi. Peu importe combien de fois je tombe, je me relève, secoue la poussière et continue debout. » L'audience, initialement silencieuse, fut progressivement enveloppée par l'intensité de la performance. Même les juges, habitués à maintenir des expressions neutres pendant les présentations, montrèrent des réactions visibles. Marielle Fontaine avait discrètement porté la main à ses yeux, essuyant une larme furtive. Au premier rang, Raphaël observait sa fille avec une fierté débordante, tandis que Richard, à ses côtés, éprouvait une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. La certitude absolue d'être témoin de quelque chose de vraiment spécial. Lorsque Julie termina la dernière note, un moment de silence absolu plana sur le théâtre. Cet instant précieux
où une grande performance résonne dans l'espace avant que toute réaction ne soit possible. Puis, comme une vague, l'audience éclata en applaudissements. Des personnes se levèrent, mues non par courtoisie mais par une admiration sincère. « Impressionnant », commenta Marielle Fontaine, la première juge à parler quand les applaudissements diminuèrent. « Votre technique a encore besoin d'être affinée. Mais il y a une vérité dans votre voix qu'on n'enseigne dans aucun conservatoire. » Jean Robillard, le compositeur, acquiesça. « La chanson est bien structurée, avec une progression harmonique intéressante. Vous avez de l'instinct pour la composition. Avec une formation adéquate, vous pourriez beaucoup développer ce talent. » Finalement, Antoine Veiga se pencha vers le microphone. Son opinion définissait généralement le ton du jugement. « Mademoiselle Forestier, » commença-t-il, avec sa sobriété caractéristique. « En 20 ans à juger des talents, j'ai appris à différencier la technique de l'âme. La technique s'acquiert par l'étude et la pratique. L'âme, soit on l'a, soit on ne l'a pas. » Il fit une pause significative. « Vous avez de l'âme à revendre. Il vous manque de la technique, oui, mais cela se résout. L'inverse, non. » Un murmure d'approbation parcourut le public. Venant d'Antoine Veiga, connu pour sa rigueur implacable, cela équivalait à un éloge extraordinaire. « Merci », parvint à balbutier Julie, trop émue pour élaborer. En quittant la scène, ses jambes tremblaient. Dans les coulisses, Richard l'attendait avec un sourire radieux. « Vous avez été formidable », s'exclama-t-il, l'embrassant impulsivement. « Je vous l'avais dit qu'il verrait ce que j'ai vu. » Julie lui rendit son étreinte, assimilant encore ce qui venait de se passer. « Ai-je une chance? La compétition est si rude. » « Une chance? Après cette performance, ce serait un crime de ne pas vous qualifier. » Et en effet, quand les résultats de la première phase furent annoncés à la fin de la journée, le nom de Julie Forestier figurait parmi les 20 demi-finalistes qui avanceraient à la prochaine étape, prévue dans 2 semaines. La célébration fut modeste mais significative. Un dîner dans une pizzeria près du théâtre, avec Raphaël, Richard et Christine, la professeure de chant qui avait tenu à assister à la présentation de son élève. À Julie, porta un toast Richard, levant son verre. « Que ce ne soit que le premier de nombreux succès, et au nouveau départ, » ajouta Raphaël avec un regard significatif pour son ami, « tant pour ma fille que pour toi. » Richard acquiesça, comprenant le message implicite. Ces dernières semaines, tout en aidant Julie à se préparer pour le concours, il avait également travaillé discrètement sur son propre projet de transformation. Après de multiples réunions avec des architectes, des éducateurs et des leaders communautaires, les plans pour le centre culturel Nouvel Éveil dans l'ancien entrepôt de l'avenue du président Wilson commençaient à prendre forme. « En parlant de nouveau départ, dit-il, profitant du moment. « J'ai une proposition à faire. » Il sortit de son cartable un dossier avec des projets architecturaux préliminaires, les étalant sur la table après que les assiettes furent retirées. « Le centre culturel Nouvel Éveil », annonça-t-il, avec un enthousiasme presque juvénile. Un espace dédié à la musique, la danse, le théâtre et les arts visuels, ouvert à la communauté, avec des studios d'enregistrement, des salles de classe, un petit auditorium et... Il fit une pause pour créer un effet dramatique. Une école de musique dirigée par Raphaël Forestier. Raphaël s'étrangla avec son vin. « Quoi ? Qui de mieux pour diriger l'école de musique que quelqu'un qui comprend non seulement la technique, mais le pouvoir transformateur de l'art » argumenta Richard. « Et avant que tu ne protestes en disant que tu n'as pas de formation académique pour cela, j'ai déjà vérifié. Ton expérience pratique et les cours que tu as suivis au fil des ans sont plus que suffisants pour le poste. » Raphaël regardait les projets, muet d'étonnement. Les dessins montraient un espace complètement accessible, pensé pour l'inclusion, rampe, ascenseur, signalisation en braille. « C'est extraordinaire, » murmura-t-il finalement. « Mais ça doit coûter une fortune, même pour toi. Disons que je réalloue certains investissements, » sourit Richard. Au lieu d'un autre projet commercial, un investissement dans le potentiel humain. Il se tourna alors vers Julie, qui observait la scène les yeux embués. « Et vous, future championne des Voix de France, aimeriez-vous rejoindre l'équipe en tant que professeure de chant et coordinatrice artistique ? Après le concours, bien sûr. » Julie couvrit sa bouche de ses mains, incapable de contenir son émotion. « Richard sait. Je ne sais pas quoi dire. »« Dites oui, » sourit-il. « Vous avez le talent et le charisme pour inspirer les autres, pour les aider à trouver leur propre voie. Ce centre ne sera pas seulement un bâtiment, ce sera un catalyseur de transformation.
Christine, qui jusqu'alors avait assisté à la conversation en silence, intervint. « Si vous me permettez une suggestion, pourquoi ne pas organiser un événement caritatif pour le lancement du projet? Un concert avec des artistes connus, peut-être même certains des juges du concours. Ce serait une excellente façon de donner de la visibilité et d'attirer du soutien. » « Excellente idée, approuva Richard. Nous pourrions le réaliser juste après la finale du concours, profitant de la visibilité médiatique. » La conversation s'écoula avec animation, des idées se construisant sur d'autres idées. À un moment donné, Julie observa Richard, l'homme qui, il y a à peine 3 semaines, était l'épitomée du cadre froid et calculateur, gesticulait maintenant avec enthousiasme à propos de programmes communautaires et de bourses d'études pour de jeunes talents. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il, remarquant son regard. « Je pensais juste à comme la vie fait des tours », répondit Julie, avec un doux sourire. « Il y a un mois, je nettoyais des bureaux et ne chantais qu'à l'église. Vous viviez pour le travail et les profits. Maintenant, regardez-nous. » Richard lui rendit son sourire, sentant une vague de gratitude pour la série d'événements improbables qui les avait réunis. « Je crois que nous étions tous deux endormis, chacun à sa manière. Vous avec votre talent caché sous le poids des nécessités quotidiennes. Moi, anesthésié par le confort matériel et le succès vide. Et d'une façon ou d'une autre, nous nous sommes rencontrés au moment exact où nous avions tous deux besoin de nous éveiller, compléta-t-elle. Le regard qu'ils échangèrent à cet instant contenait plus que des mots ne pourraient exprimer reconnaissance, gratitude et quelque chose de plus. Quelque chose encore non nommé, mais qui grandissait silencieusement entre eux. Dans les jours qui suivirent, tandis que Julie intensifiait ses répétitions pour la demi-finale et que Richard alternait entre superviser le projet du centre culturel et ses responsabilités chez Mercier Investissement, cette connexion continua à se renforcer. Ce n'était pas seulement la musique ou le projet qui les unissait, mais une compréhension mutuelle, un respect authentique qui transcendaient leurs origines et circonstances si distinctes. Richard trouvait en Julie une authenticité depuis longtemps absente de son cercle social, tandis qu'elle voyait en lui non seulement l'homme d'affaires accompli, mais l'homme sensible qui redécouvrait sa propre humanité. La nouvelle du projet se répandit rapidement dans la communauté. Ce qui avait commencé comme un plan modeste gagna rapidement des proportions plus importantes à mesure que d'autres entrepreneurs, inspirés par l'initiative de Richard, offraient leur soutien. Des artistes renommés manifestèrent leur intérêt à participer au concert caritatif inaugural, et la presse, initialement sceptique quant aux motivations du requin des investissements, commençait à reconnaître la sincérité derrière le projet. Pendant ce temps, la demi-finale du concours approchait. Pour cette phase, Christine avait suggéré que Julie présente une chanson traditionnelle française, démontrant sa versatilité. « Ne me quitte pas » de Jacques Brel, proposa la professeure. C'est une chanson que tout le monde connaît, mais qui permet d'innombrables interprétations. Ce sera un excellent contrepoint à votre composition originale de la première phase. Julie avait accepté, se consacrant à trouver sa propre version de cette chanson classique, une qui honorerait la tradition, mais incorporerait également son identité unique en tant qu'artiste. La veille de la demi-finale, tandis qu'elle répétait dans le petit studio que Richard avait improvisé dans l'une des pièces inoccupées de son appartement, Julie remarqua qu'il l'observait avec une intensité différente. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle, interrompant la chanson. « Je chante faux ?» Richard secoua la tête, sortant de sa quasi-transe. « Pas du tout, c'est que… » Il hésita, comme s'il cherchait les mots justes. « Je crois que je tombe amoureux de vous, Julie. » Cette confession si directe et inattendue la laissa momentanément sans voix. Ce n'était pas totalement surprenant. La chimie entre eux était palpable. Mais entendre les mots prononcés, ta haute voix rendait tout plus réel, plus effrayant. « Richard, je ne sais pas quoi dire, » répondit-elle finalement, mettant la guitare de côté. « Ces dernières semaines ont été comme un tourbillon. Tout change si vite dans ma vie. »« Je sais, » acquiesça-t-il compréhensif. « Et la dernière chose que je veux est de compliquer davantage ce moment pour vous. Je n'attends pas de réponse maintenant. J'avais juste besoin d'être honnête sur ce que je ressens. » Julie se leva et s'approcha de lui, prenant ses mains entre les siennes. « Je ressens aussi quelque chose pour vous, Richard.
quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant. Mais j'ai peur. De quoi? De tout. Des différences entre nous. De ce que les gens diront. La femme de ménage et le millionnaire, on dirait le scénario d'un feuilleton. Elle sourit nerveusement. Et surtout, j'ai peur de me perdre dans cette nouvelle vie, d'oublier qui je suis et d'où je viens. Richard serra doucement ses mains. Je comprends votre peur. Mais sachez que ce que j'admire le plus en vous est justement qui vous êtes et d'où vous venez. Votre authenticité, votre force, votre capacité à maintenir la foi et la joie malgré les difficultés. Je ne vous demanderai jamais de changer cela. Les yeux de Julie se remplirent de larmes, non de tristesse, mais d'une émotion trop complexe pour être nommée. Sans mots pour exprimer ce qu'elle ressentait, elle fit la seule chose qui semblait naturelle à ce moment. Elle se pencha et l'embrassa doucement. Ce fut un baiser bref, presque timide, mais qui scellait un pacte silencieux entre eux. Quoi que l'avenir réserve, le concours, le centre culturel, leurs relations en développement, ils l'affronteraient ensemble, chacun renforçant l'autre. « Je dois partir maintenant », chuchota Julie, s'éloignant à regret. « Demain est le grand jour et mon père m'attend. » Richard acquiesça, comprenant son besoin d'espace pour assimiler tout ce qui se passait. « Je serai au premier rang demain, applaudissant plus fort que tous. » Tandis qu'il la regardait partir, Richard sentit une certitude grandir en lui. Indépendamment du résultat du concours ou du succès du centre culturel, ou même de l'avenir de sa relation avec Julie, une chose était indéniable. L'homme qui s'était évanoui sur le trottoir de la rue de Rivoli quelques semaines auparavant n'existait plus. À sa place émergeait quelqu'un de plus complet, plus humain, plus vivant. Et pour cela, il serait éternellement reconnaissant à la femme de ménage qui, avec un balai dans une main et une chanson sur les lèvres, l'avait éveillé à une vie qui valait la peine d'être vécue. L'ancien entrepôt de l'avenue du président Wilson, qui pendant des années n'avait servi que de dépôt pour des rêves ajournés et du potentiel gaspillé, pulsait maintenant de vie et de sens. Les murs autrefois écaillés affichèrent des fresques colorées créées par des artistes locaux. Le sol en béton brut avait été remplacé par un revêtement adapté à la danse et aux performances. Et les espaces jadis vides abritaient désormais des salles de classe, des studios de répétition et un auditorium intimiste de 200 places. C'était la veille de l'inauguration officielle du Centre culturel Nouvel Éveil, et la nervosité était palpable parmi tous les participants. Des bénévoles couraient d'un côté à l'autre, ajustant les derniers détails pour le concert caritatif qui marquerait l'ouverture de l'espace. Sur la scène de l'auditorium, des techniciens effectuaient les réglages finaux du son et de l'éclairage, tandis que Raphaël, dans son fauteuil roulant, coordonnait le positionnement des instruments, avec l'autorité sereine de celui qui a enfin trouvé sa raison d'être. « Le piano doit être plus à droite », instruisait-il. « Julie a besoin d'espace pour se déplacer pendant sa performance. » Dans les coulisses, Richard observait l'activité avec un mélange de fierté et d'incrédulité. En 2 mois seulement, le projet qui avait commencé comme une idée vague lors d'une conversation sans prétention s'était transformé en une réalité concrète. L'investissement financier avait été substantiel, mais rien comparé à l'investissement émotionnel qu'il avait fait, dans les personnes, dans la communauté, dans une vision du monde qui transcendait enfin les tableurs et les profits. « Nerveux ?» demanda Julie, s'approchant par derrière et l'enlaçant. Richard se retourna souriant en voyant la femme qui, en si peu de temps, était devenue le centre de son univers. « Un peu. C'est étrange. J'ai déjà conclu des affaires de milliards sans transpirer, mais l'idée de monter sur cette scène aujourd'hui et de parler de ce projet me donne le trac. Bienvenue dans mon monde, rit Julie. Imaginez comment. Je me suis senti, lors de la finale du concours, avec des millions de téléspectateurs. La mention du concours amena un sourire encore plus grand sur le visage de Richard. Le parcours de Julie dans Voix de France avait été extraordinaire, depuis la demi-finale où son interprétation innovante de Ne me quitte pas avait conquis public et juge jusqu'à la finale électrisante, où elle avait présenté une nouvelle composition personnelle qui parlait de transformation et de recommencement. Bien qu'elle n'ait pas gagné, elle avait terminé 2e, derrière un jeune ténor de Bordeaux avec une formation conservatoire. Sa participation l'avait catapultée vers une visibilité nationale qu'elle n'aurait jamais imaginée. Des offres de contrats discographiques commençaient à affluer.
ainsi que des invitations à participer à des festivals et des émissions de télévision. À ce propos, continua Richard, avez-vous décidé concernant la proposition des disques, étoiles? Julie hésita, se mordant la lèvre inférieure dans un geste qu'il connaissait bien. Cela indiquait qu'elle réfléchissait soigneusement à ses mots. « J'ai décidé de refuser, répondit-elle finalement. Le contrat est financièrement intéressant, mais ils veulent trop contrôler mon image et mon répertoire. Ils veulent me transformer en quelque chose que je ne suis pas. » Richard acquiesça, compréhensif. Ces derniers mois, il avait été témoin de la façon dont l'intérêt soudain de l'industrie musicale s'accompagnait souvent de tentatives de reconditionner Julie, suggérant des changements dans son apparence, faisant pression pour des répertoires plus commerciaux, allant même jusqu'à insinuer qu'elle devrait cacher ses origines modestes. Et la proposition indépendante, celle du studio Sonora. Le visage de Julie s'illumina. Celle-là m'intéresse. Ils veulent produire mon album en préservant mon identité artistique. Et le meilleur, ils ont offert leur studio pour l'enregistrement de l'album collectif du Centre culturel. L'album collectif était un projet parallèle qu'ils avaient développé, un album regroupant composition et performance des premiers élèves du Centre culturel, mélangeant talents découverts dans la communauté et participation spéciale d'artistes professionnels. Les recettes seraient intégralement reversées pour des bourses d'études et l'entretien de l'espace. Ce serait parfait, acquiesça Richard. Nous pourrions commencer les enregistrements dès le mois prochain, une fois que les cours réguliers seront bien établis. Un assistant s'approcha, interrompant la conversation. « Monsieur Mercier, les invités VIP commencent à arriver. Le maire et la secrétaire à la culture sont déjà dans le hall. » Richard acquiesça, ajustant sa cravate, la seule concession qu'il avait faite à la formalité ce soir-là. Pour le reste, il avait opté pour un look plus décontracté. Blazer sur t-shirt, jean foncé et chaussures confortables. C'était un petit symbole de sa transformation personnelle, un compromis entre l'homme d'affaires qu'il avait été et l'homme qu'il devenait. « Je vais les accueillir, » répondit-il, se tournant vers Julie. « Vous devriez aller vous préparer. Votre prestation est le point culminant de la soirée. » Julie sourit, se penchant pour un baiser rapide. « Bonne chance avec les politiques. Souvenez-vous, souriez beaucoup et promettez peu. » Dans le hall principal, Richard rencontra non seulement des autorités, mais aussi d'anciens collègues du monde des affaires. Marcel Bonnet, son directeur financier et ami, conversait avec animation avec d'autres entrepreneurs qui avaient contribué au projet suite à son exemple. Plus loin, certains de ses associés de Mercier Investissement observèrent l'espace avec des expressions oscillant entre scepticisme et curiosité. Richard, quelle transformation incroyable, le salua le maire, s'approchant avec la secrétaire, à la culture. Quand on m'a dit que vous transformiez un entrepôt abandonné en centre culturel, j'avoue avoir été surpris. Ce n'est pas exactement le genre de projet qu'on attend de quelqu'un avec votre parcours. Disons que je diversifie mes investissements, monsieur le maire, répondit Richard avec un sourire diplomatique. Certains rendements ne se mesurent pas en pourcentage ou en graphique. Tandis qu'il guidait les invités pour une brève visite des installations, Richard ne put s'empêcher de remarquer les regards admiratifs devant la qualité de l'infrastructure. Rien ici n'était improvisé ou de seconde catégorie. Il avait insisté pour que le centre, bien qu'accessible à la communauté, dispose d'équipements et d'installations de première qualité. Les studios d'enregistrement sont professionnels, expliquait-il, montrant une salle avec isolation acoustique et équipements de pointe. Nos élèves auront accès à la même technologie utilisée par des artistes reconnus. Nous voulons qu'ils comprennent que leurs rêves n'ont pas de limite. La visite culmina dans l'auditorium, où les places étaient presque toutes occupées. Au premier rang, un espace réservé aux fauteuils roulants accueillait Raphaël, impeccablement vêtu pour l'occasion, conversant avec enthousiasme avec d'autres professeurs engagés pour le centre. Lorsque tous les invités furent installés, Richard monta sur scène. Un silence expectatif s'empara de l'ambiance. Beaucoup associaient encore son nom exclusivement au monde de la finance et étaient curieux de son incursion dans l'univers culturel. « Bonsoir à tous », commença-t-il, ressentant une vague de nervosité qui céda rapidement la place à une conviction tranquille. Certains d'entre vous se demandent probablement ce qu'un investisseur comme moi fait à la tête d'un projet comme celui-ci. La réponse est simple, bien que le chemin jusqu'ici ne l'ait pas été. Il fit une pause, cherchant du regard des visages, familiers dans l'assistance,
Raphaël souriant pour l'encourager, Marcel acquiesçant en soutien, et dans un coin de la scène partiellement caché par les rideaux, Julie, son phare dans un voyage de redécouverte. Il y a 3 mois, j'étais un homme qui croyait tout avoir. Succès, argent, pouvoir. Et puis, un après-midi ordinaire, je me suis évanoui sur le trottoir de la rue de Rivoli. Un murmure parcourut l'assistance. L'incident avait été gardé secret, connu seulement de son cercle le plus proche. Pendant que j'étais inconscient, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une femme de ménage qui passait par là, s'est arrêtée pour m'aider. Au lieu d'appeler une ambulance ou simplement de continuer son chemin comme tant d'autres, elle a fait quelque chose d'inattendu. Elle a commencé à chanter, et c'est sa voix, chargée d'une authenticité que j'avais oublié qu'elle existait, qui m'a ramené. Richard sourit, se rappelant vivement ce moment. Ce que j'ignorais alors, c'est que cet apparent accident serait le début d'un voyage de redécouverte. Cette femme de ménage, Julie Forestier, que vous découvrirez dans quelques instants lorsqu'elle montera sur cette scène, ne m'a pas seulement réveillé physiquement ce jour-là. Elle a éveillé en moi une compréhension de ce qui compte vraiment. Il continua à raconter, sans entrer dans trop de détails personnels, comment cette rencontre fortuite avait conduit aux retrouvailles avec son ami d'enfance, Raphaël, à la participation de Julie au concours et finalement à la conception du Centre culturel Nouvel Éveil. Cet espace n'est pas simplement un projet philanthropique de plus pour figurer dans des rapports de responsabilité sociale. C'est un engagement envers la transformation, pas seulement de la communauté mais aussi la mienne, car j'ai réalisé que le véritable succès ne se mesure pas à des réussites individuelles, mais à l'impact positif que nous produisons dans la vie des autres. Ses yeux rencontrèrent ceux de Julie, qui avait maintenant des larmes contenues au coin des yeux. Et maintenant, sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter la directrice artistique de notre centre et la voix qui m'a réveillé quand j'en avais le plus besoin, Julie Forestier. Les applaudissements furent chaleureux, tandis que Richard quittait la scène et que Julie s'avançait. Radieuse dans une robe simple mais élégante, projetant une confiance qui, quelques mois plus tôt, aurait été inimaginable pour la timide. Femme de ménage. « Bonsoir », salua-t-elle, ajustant le microphone. Comme Richard l'a mentionné, mon parcours jusqu'à cette scène a été improbable. Il y a quelques mois, je nettoyais des bureaux le matin, des salles de sport l'après-midi, et ne chantais qu'à l'église le dimanche. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, non seulement comme chanteuse, mais comme partie intégrante de quelque chose de plus grand que n'importe quel rêve que j'ai osé avoir. Elle fit un geste englobant, indiquant l'auditorium et par extension tout le centre culturel. Cet espace représente la possibilité que des talents ne se perdent pas, faute d'opportunités, que des rêves ne soient pas abandonnés. Par nécessité, que l'art et la culture ne soient pas des privilèges, mais des droits. Raphaël la rejoignit sur scène, apportant avec lui sa guitare. D'autres musiciens, certains professionnels invités, d'autres jeunes talents de la communauté découverts pendant le processus de sélection pour les premières classes, prirent leur position. La chanson que je vais vous présenter aujourd'hui est une composition spéciale, annonça Julie. Elle s'intitule « Éveil collectif » et parle de comment les transformations individuelles peuvent déclencher des changements bien plus importants lorsqu'elles sont partagées. Au premier accord de la guitare de Raphaël, un silence révérencieux s'empara de l'auditorium. La voix de Julie, plus mature et confiante après des mois d'entraînement intensif, s'éleva puissante et claire. Elle chantait non seulement avec technique, mais avec l'âme exposée, chaque note chargée de l'authenticité qui était sa marque de fabrique. Les jeunes musiciens de la communauté, initialement timides, gagnèrent progressivement en confiance, leurs instruments dialoguant avec la voix principale dans un arrangement qui gagnait en complexité et en beauté. C'était une métaphore musicale parfaite pour ce que le centre représentait. Des voix diverses s'unissant en harmonie, chacune conservant son identité unique, tout en contribuant à quelque chose de plus grand. Dans le refrain, une surprise. Richard se joignit à eux au piano, jouant avec l'habileté retrouvée de celui qui a redécouvert une passion endormie. Il n'était pas virtuose, mais compensait toute limitation technique par l'émotion authentique qu'il imprimait à chaque note. La performance culmina avec tous les musiciens unis dans un crescendo émouvant, la voix de Julie s'élevant au-dessus de l'ensemble comme une invitation à l'envol. Quand la dernière note s'éteignit,
Il y eut un moment de suspension, cet instant magique où l'art résonne dans l'espace avant que toute réaction ne soit possible. Puis, le public éclata, en applaudissements enthousiastes, beaucoup se levant pour une ovation spontanée. Le reste de la soirée se déroula comme une célébration, non seulement de l'ouverture du centre, mais de possibilités nouvellement découvertes. D'autres artistes se produisirent, y compris certains des juges du concours Voix de France qui avaient embrassé le projet. Des représentants de la communauté partagèrent des histoires sur la façon dont les premières initiatives du centre, encore en phase expérimentale avant l'inauguration officielle, avaient déjà eu un impact positif sur la région. Lorsque les derniers invités se retirèrent, enfin et que seule l'équipe la plus proche restait, Richard, Julie et Raphaël se réunirent dans le petit jardin intérieur qu'ils avaient créé au centre du complexe, une oasis verte là où il n'y avait auparavant que du béton fissuré. « Nous avons réussi », soupira Raphaël, regardant autour de lui avec admiration. « Je n'arrive toujours pas à croire que nous avons transformé cet entrepôt abandonné en ceci. »« Et ce n'est que le début », répondit Richard, s'asseyant sur un banc proche. La fatigue était évidente sur son visage, mais il y avait aussi une satisfaction profonde qu'aucune conclusion d'affaires ne lui avait jamais procurée. Les cours réguliers commencent la semaine prochaine. Le studio a déjà des réservations pour les 3 prochains mois, et les inscriptions pour les ateliers de vacances ont dépassé toutes les attentes. Julie, qui s'était momentanément absentée, les rejoignit avec une bouteille de champagne et 3 flûtes. « Je pense que nous méritons une petite célébration privée, non ?» Tandis qu'elle servait la boisson, Richard l'observait avec une admiration silencieuse. La transformation de Julie n'était pas seulement externe. La confiance nouvellement acquise, le port plus élégant, les vêtements plus sophistiqués. C'était quelque chose de plus profond, une floraison de potentiel qui avait toujours été là, attendant simplement le sol adéquat pour germer. « Un toast », proposa Raphaël, levant sa flûte, « au pouvoir des recommencements. »« Au recommencement », approuvèrent Richard et Julie à l'unisson, faisant légèrement teinter leurs verres. Après un moment de silence confortable, Raphaël déclara qu'il devait se retirer. La journée avait été longue et émotionnellement intense. « Je t'accompagne, papa », proposa Julie. « Pas besoin, ma fille. Richard peut te raccompagner plus tard. Je suis sûr que vous avez beaucoup à vous dire. » Avec un sourire significatif, il s'éloigna dans son fauteuil roulant, les laissant seuls dans le jardin éclairé uniquement par de petites lumières décoratives. Lorsqu'ils furent seuls, Richard prit les mains de Julie entre les siennes. « J'ai quelque chose d'important à vous dire. » Le cœur de Julie s'accéléra. Ces derniers mois, sa relation avec Richard s'était développée avec la prudence de 2 adultes portant des histoires complexes et des circonstances distinctes. Il y avait de l'amour indéniablement, mais aussi une conscience des complications potentielles. Le conseil d'administration de Mercier Investissement m'a présenté une proposition ce matin, continua-t-il. Ils veulent que je me retire de la présidence exécutive et que j'assume la présidence du conseil. Un rôle plus stratégique avec moins d'exigences quotidiennes. « Et qu'avez-vous répondu ?» se demanda Julie, essayant de lire son expression. « J'ai dit que j'acceptais à une condition, qu'ils me permettent de consacrer au moins la moitié de mon temps au centre culturel et à d'autres projets sociaux que j'ai l'intention de développer. » Un sourire lent se forma sur les lèvres de Julie, et ils ont accepté. Après quelques résistances, oui, je crois qu'ils ont réalisé que je suis déterminé à suivre ce nouveau chemin, avec ou sans leur soutien officiel. De plus, ajouta-t-il avec un sourire ironique, les actions de l'entreprise ont augmenté depuis que j'ai commencé ma phase philanthropique, comme ils l'appellent. Apparemment, le marché apprécie les entreprises avec un objectif authentique. Julie serra ses mains, comprenant la signification de cette décision. Ce n'était pas un abandon complet de sa carrière antérieure, mais une évolution, intégrant ce qu'il avait construit avec ce qu'il découvrait maintenant être sa véritable vocation. « Je suis fier de vous », dit-elle simplement. « Qu'il y a encore une chose », poursuivit Richard soudainement nerveux. Il sortit de sa poche une petite boîte en velours. « Ce n'est pas une bague de fiançailles ?» s'empressa-t-il de préciser, remarquant la surprise dans les yeux de Julie. « Il est encore tôt pour cela, et je veux respecter votre temps et votre espace. » Il ouvrit la boîte, révélant une délicate chaîne en argent avec un pendentif en forme de clé de sol incrusté de petites pierres bleues. « C'est un symbole du chemin que nous parcourons ensemble,
chacun à son propre rythme, mais en harmonie. Julie toucha le pendentif avec révérence. « C'est magnifique, Richard. »« Puis-je » demanda-t-il, retirant le bijou de la boîte. Elle acquiesça, se tournant pour qu'il puisse placer la chaîne autour de son cou. Lorsque le fermoir fut attaché, Julie se retourna, touchant le pendentif qui reposait maintenant sur son cœur. « Je n'aurais jamais imaginé qu'un évanouissement sur le trottoir puisse changer tant de vies, » murmura-t-elle, avec un sourire ému. « Moi non plus, » acquiesça Richard, l'attirant doucement plus près. « Mais je comprends maintenant que ce n'était pas une coïncidence. D'une certaine façon, l'univers conspire pour nous placer exactement là où nous devons être, même si nous l'ignorons sur le moment. » Le baiser qu'ils partagèrent alors était différent des précédents. Il n'y avait plus l'urgence de la découverte ou l'hésitation de l'incertitude. C'était un baiser de promesse, d'engagement envers un chemin partagé quelle que soit sa direction. Dans les mois qui suivirent, le Centre culturel Nouvel Éveil s'épanouit au-delà des attentes les plus optimistes. Les cours réguliers attiraient des étudiants non seulement de la communauté locale, mais de toute la ville, créant un environnement de diversité et d'échanges culturels rarement vus dans des initiatives similaires. Le studio d'enregistrement gagna rapidement une réputation pour sa qualité technique et son approche humanisée, devenant le lieu choisi par des artistes indépendants cherchant à préserver leur authenticité. Julie lança son premier album, produit de façon indépendante, qui mélangeait des compositions personnelles avec des réinterprétations de classiques français. Bien qu'il n'ait pas atteint les classements commerciaux, il gagna le respect de la critique spécialisée et une base de fans dédiés qui valorisaient son authenticité. Parallèlement, elle continuait à coordonner les projets artistiques du centre, découvrant et guidant de nouveaux talents, s'épanouissant dans un rôle qu'elle n'avait jamais imaginé pour elle-même. Richard, quant à lui, trouva un équilibre qui semblait auparavant impossible. En tant que président du conseil de Mercier Investissement, il restait connecté au monde financier, mais désormais avec une perspective transformée, utilisant son influence pour promouvoir des pratiques commerciales plus éthiques et durables. Simultanément, il élargissait son implication dans des projets sociaux, appliquant son expertise en gestion pour maximiser l'impact positif d'initiatives qui comptaient vraiment. Raphaël, revitalisé par sa nouvelle mission de directeur de l'école de musique, devint une figure chérie parmi les élèves. Son fauteuil roulant, autrefois perçu comme une limitation, s'était transformé en symbole de résilience et de dépassement, inspirant les jeunes à poursuivre leurs rêves indépendamment des obstacles. Un dimanche après-midi, presque un an après l'inauguration du centre culturel, les trois se retrouvèrent réunis dans le jardin intérieur, maintenant encore plus exubérant, avec des plantes grimpantes fleuries couvrant les murs et de petits bancs dispersés sous l'ombre de jeunes arbres. L'endroit était devenu leur refuge favori pour des conversations tranquilles et des projets futurs. « Nous avons reçu une invitation intéressante », commenta Julie, montrant un email sur son téléphone. « L'émission Histoire vraie veut faire un documentaire sur le centre culturel. Ils sont particulièrement intéressés par l'histoire de ses débuts, l'homme d'affaires qui s'est évanoui et la femme de ménage qui chantait. » Richard rit, secouant la tête. « On dirait le titre d'un feuilleton. Mais c'est notre histoire, » rappela Raphaël avec un sourire serein. « Et peut-être qu'en la partageant, nous pourrons inspirer d'autres personnes à trouver leurs propres éveils. » Julie appuya sa tête contre l'épaule de Richard, observant un groupe de jeunes qui répétaient informellement sous un arbre proche. Guitare, percussions improvisées et voix qui s'harmonisaient spontanément, créant de la beauté presque à partir de rien. « Vous savez ce qui m'impressionne le plus ?» réfléchit-elle. « Comment de petites actions peuvent déclencher des transformations si profondes. Si j'étais simplement passé ce jour-là comme tant d'autres l'ont fait, mais vous ne l'avez pas fait, » compléta Richard, embrassant doucement le sommet de sa tête. « Vous vous êtes arrêté, vous avez chanté, et tout a changé. » Tandis que le soleil commençait à se coucher, jetant une lumière dorée sur le jardin, les trois observaient en silence contemplatif l'héritage qu'ils construisaient ensemble, un héritage non de béton et de verre, mais de vie transformée, de rêves éveillés, de musique qui résonnerait bien au-delà de ces murs. Et dans ce moment de quiétude partagée,